La Jury Clique, l'émission radio d'Infogène Bruxelles. Bonjour à tous, vous écoutez la Jury Clique sur Radio Panique 105.4. Alors ce mois-ci, nous allons parler de la législation du job étudiant, qui est un sujet que nous maîtrisons particulièrement bien chez Infor-Jeunes Bruxelles. Alors pour en parler autour de la table, nous avons François. Bonjour. Mel. Salut. Dayuma. Salut. Et à la technique, Thomas. Salut Thomas. Alors quand on pense job étudiant, on pense souvent à l'argent de poche qu'on peut gagner l'été en travaillant dans un bar ou un resto, en faisant du babysitting ou de la vente dans un commerce. Mais on constate aujourd'hui que les étudiants travaillent de plus en plus pendant leur année scolaire, menant de front une vie d'étudiant et une vie de travailleur. Alors les motivations pour avoir un job étudiant sont multiples. Ça peut être pour acquérir de l'expérience professionnelle, s'initier au monde du travail, ou bien gagner en indépendance. Mais il se trouve parfois que les raisons sont plus essentielles et pragmatiques, surtout quand il s'agit de payer ses frais de scolarité, son matériel scolaire, parfois participer aux revenus de la famille ou payer son loyer et même sa nourriture. Alors d'après une étude récente de Randstad menée auprès de 1000 étudiants, on constate que 78% des étudiants exercent un travail rémunéré et que 60% d'entre eux ont travaillé durant toute l'année scolaire. Or, des études belges et françaises démontrent que ceux qui combinent travail et études mettent parfois plus de temps à obtenir leur diplôme. Et plus l'intensité du travail est importante, en termes d'horaire ou de pénibilité, plus les conséquences sur la scolarité du jeune seront négatives. Il est donc important d'apprendre à gérer, si on le peut, l'équilibre entre études et travail. Alors nous allons voir au cours de l'émission que le job étudiant est soumis à des règles spécifiques qui permettent à l'étudiant de travailler dans un cadre protégé et qui offrent un certain nombre d'avantages. Et connaître cette législation, c'est ce qui peut vous permettre de faire appliquer vos droits et d'éviter les dérives quand vous décrocherez votre premier job étudiant. Alors, allons-y. Alors aujourd'hui, la grosse question nous expliquera premièrement qui peut travailler comme étudiant, deuxièmement, quelle est la différence entre un job étudiant et un travail ordinaire, et troisièmement, quelles sont les règles d'or du job étudiant. Ensuite, dans les affaires courantes, on verra comment ça se passe si je suis malade, est-ce que je suis payé ou non, est-ce que mon CPS va diminuer si j'ai un job étudiant, et enfin, si je termine mes études en juin, est-ce que je peux quand même travailler l'été qui suit ? Alors François nous parlera ensuite des alternatives qui existent, si elles sont intéressantes, comme par exemple le fait d'être étudiant et indépendant, ou bien de travailler pour l'économie collaborative. Et pour finir, Mel présentera une boîte à outils pleine de conseils pour le trouver, ce job étudiant. Alors on va démarrer sans plus attendre la grosse question sur la législation du job étudiant. Mel, est-ce que tu peux nous dire qui peut conclure un contrat étudiant ? Oui, parce qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est important de faire le point sur qui peut signer un contrat de travail étudiant. Parce que la réponse pourrait paraître simple, mais ce n'est pas si clair que ça. En fait, quand on pense étudiant, on se rend vite compte que ça peut concerner plein de monde. On pense évidemment tout de suite aux étudiants du secondaire et du supérieur, mais il y a aussi les étudiants en promotion sociale, les étudiants qui suivent des cours du soir, ceux qui suivent des formations en alternance, ou encore ceux qui reprennent des formations professionnelles. Bref, il y a plein de manières d'être étudiant. Et on va commencer par là, car grande annonce, le statut étudiant n'existe pas. Je veux dire par là qu'il ne s'agit pas d'un statut à part entière qu'on a ou qu'on n'a pas. En fait, le statut étudiant dépend du contexte dans lequel on le questionne. Par exemple, les conditions pour être reconnu étudiant ne sont pas les mêmes pour maintenir son droit aux allocations familiales que pour avoir une réduction à la STIB ou à la CNCB. Prenons l'exemple d'un jeune qui a 26 ans et qui suit des études à l'université. Ce jeune, il aura le statut étudiant par rapport au job étudiant. Il pourra bien signer des contrats étudiants. Il pourra aussi bénéficier, par exemple, de la réduction étudiant pour le cinéma-galerie au centre-ville en montrant sa carte étudiant. Par contre, il ne pourra pas bénéficier de la réduction étudiant à la STIB comme elle est limitée à 24 ans. Même chose, niveau allocation familiale, il n'y aura pas droit non plus comme il a plus de 25 ans. Bref, tout ça pour dire qu'il n'existe donc pas un statut étudiant, mais que ce statut dépend toujours du contexte. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les conditions pour être reconnu étudiant, donc avoir le statut étudiant, dans le cadre du travail et du job étudiant. Alors, que dit la loi ? Eh bien là, c'est vague. Elle prévoit que peut signer un contrat de type étudiant
Toute personne pour qui étudier est l'activité principale et travailler une activité secondaire. Donc en gros, pour que tu puisses travailler comme étudiant, il faut que la majeure partie de ton temps, tu le passes à étudier ou aller en cours. Et donc travailler n'est qu'un plus à côté de tes études. Alors c'est en effet assez vague. Mais du coup, comment est-ce qu'on sait quand on peut travailler comme étudiant? Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations quelque part? Ou est-ce qu'il y a des règles plus précises, par exemple un minimum d'heures de formation ou un type de formation? Alors, par rapport à ta première question, à savoir où demander plus d'informations sur sa situation précise et savoir si on peut ou pas signer un contrat étudiant, c'est le contrôle des lois sociales qui se charge d'interpréter la loi et donc d'autoriser ou non un étudiant à travailler selon sa propre situation. Alors le contrôle des lois sociales, c'est une institution publique, donc c'est une institution qui dépend de l'État belge et qui a entre autres pour mission de surveiller que les lois sur le travail soient respectées à la fois par les employeurs et par les travailleurs. Le contrôle des lois sociales propose notamment un centre de contact qui est là pour répondre à toutes les demandes d'informations générales sur les matières qu'il est chargé de contrôler, comme par exemple le temps de travail, les horaires, les règlements de travail, la rupture de contrat, les problèmes avec les employeurs et bien entendu le contrat étudiant. Donc le contrôle des lois sociales, c'est en quelque sorte un référent par rapport à la loi sur le travail. Et comme par rapport au job étudiant, la loi est vague, au moindre doute, on peut alors contacter le contrôle des lois sociales pour avoir leur avis et leur interprétation. Ok, donc pour bien comprendre, quand on n'est pas certain de comprendre une loi ou si on a des problèmes avec son employeur et qu'on pense que peut-être il ne respecte pas la loi, on peut les appeler. Oui, tout à fait. Ils sont là pour répondre à toutes les questions sur le travail et il est même possible de déposer plainte auprès du contrôle des lois sociales quand on a un souci au travail. Alors comment on fait pour les contacter? Pour Bruxelles, le numéro du contrôle des lois sociales, c'est le 02 235 55 60 et ils sont généralement disponibles du lundi au vendredi. Ok, alors revenons quand même à notre sujet principal, le job étudiant. La loi dit qu'on peut travailler comme étudiant quand étudier est notre activité principale et jobber une activité secondaire. Donc il n'y a pas plus d'infos que ça. Alors si, je vais quand même donner quelques infos en plus qui se basent sur la pratique, donc ce qui se fait en réalité et aussi sur les réponses qu'on a déjà obtenues auprès du contrôle des lois sociales justement. Alors, on va commencer par le plus simple. Tous les étudiants qui sont inscrits dans une école secondaire et ceux qui suivent des études supérieures à l'université ou en haute école peuvent travailler comme étudiants. Il faudra juste respecter la condition d'âge, donc pour pouvoir travailler, un jeune doit avoir au moins 16 ans ou 15 ans, mais à condition d'avoir suivi, et pas forcément réussi, donc juste suivi, 2 années dans le secondaire. Pour le supérieur, je précise aussi que suivre des cours du soir à l'université ou en haute école ou n'être inscrit que pour son mémoire ou son TFE, ça permet aussi de jobber comme étudiant. Par rapport à cette règle générale, il existe quand même 2 exceptions. Premièrement, les étudiants qui abandonnent leurs études en cours d'année, que ce soit en secondaire ou en supérieur, ils ne peuvent plus jobber comme étudiants dès qu'ils ne suivent plus les cours de manière régulière. On pense ici aux élèves libres qui ne vont plus en cours en secondaire ou tout simplement les étudiants qui abandonnent leurs études en cours d'année en supérieur. Deuxième exception, les étudiants qui sont au chômage et qui ont obtenu une dispense pour pouvoir reprendre des études ne peuvent pas non plus travailler comme étudiants. Pourquoi ? Simplement parce que ces étudiants n'ont en fait pas le statut étudiant, mais bien le statut de demandeur d'emploi pour bénéficier du chômage. Et il faut retenir que le statut de demandeur d'emploi n'est jamais compatible avec un contrat étudiant. Ok, donc globalement, les étudiants en secondaire ou en supérieur peuvent travailler comme étudiants. Alors oui, mais je précise bien ceux qui sont inscrits dans une école secondaire ou une université ou une haute école. Car aujourd'hui, il est aussi possible de suivre des études secondaires ou supérieures dans l'enseignement de promotion sociale. Et pour les étudiants en promotion sociale, les règles sont différentes. Alors normalement, les étudiants inscrits en promotion sociale ne peuvent pas signer de contrat de travail étudiant. Donc par exemple, un jeune inscrit à des cours de langue en PromSoc ne peut pas signer de contrat étudiant. Il existe cependant des exceptions, mais c'est au cas par cas et c'est en demandant l'autorisation du fameux contrôle des lois sociales. Alors le meilleur exemple, ce sont les étudiants qui suivent des études de niveau secondaire ou supérieur en PromSoc et qui ont donc des horaires quasi similaires aux étudiants inscrits dans les écoles, les universités et les hautes écoles. Généralement, le contrôle des lois sociales permet à ces étudiants de signer des contrats étudiants, même s'ils sont en PromSoc. Mais pour être certain de pouvoir le faire, on conseille toujours de les appeler ou de leur envoyer un petit mail pour demander une confirmation. Donc jusqu'à présent, c'est OK pour les jeunes inscrits en école secondaire, à l'université et en haute école. Et en ce qui concerne la promotion sociale, ce n'est a priori pas possible de signer un contrat étudiant, sauf si le contrôle des lois sociales nous y autorise. C'est bien ça. Donc on conseille aux jeunes qui sont inscrits en PromSoc et qui ont des horaires de cours bien remplis de simplement demander l'autorisation. Et a priori, le contrôle des lois sociales leur donnera.
l'autorisation. Ok. Tiens, ça me fait penser qu'il y a aussi des étudiants qui font leurs études secondaires, mais via le jury central. Est-ce qu'il y a une règle spéciale pour eux? Alors oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a pas mal d'étudiants qui choisissent de passer les examens du jury central. Alors la règle, c'est que tous ces étudiants qui préparent les examens du jury, que ce soit pour le CESS ou pour autre chose, peuvent signer un contrat étudiant. Peu importe qu'ils préparent leur examen seuls ou en suivant des cours dans une école privée, par exemple. Alors, est-ce qu'il y a d'autres catégories d'études ou de formations pour lesquelles il y a des règles particulières? Oui, il y a aussi des règles particulières pour les étudiants qui suivent des études en alternance. Alors l'alternance, je rappelle rapidement que c'est les études pendant lesquelles le jeune va en cours une partie de la semaine et puis est en stage chez un employeur pour se former sur le terrain l'autre partie de la semaine. Ça concerne donc les étudiants inscrits dans un CEFA ou à l'EFP à Bruxelles. Alors pour ces étudiants, les règles ne sont à nouveau pas très claires, mais on pourrait les résumer comme ceci. Les étudiants en alternance peuvent signer un contrat de travail étudiant à condition qu'ils aient un stage chez un employeur dans le cadre de leur formation. Et petite précision ici, ils ne peuvent alors pas signer de contrat étudiant chez le même employeur que celui chez qui ils font leur stage. Donc par exemple, imaginons que je suis une formation en esthétique à l'EFP et que dans le cadre de ma formation, je travaille 3 jours par semaine dans un salon esthétique, eh bien je peux tout à fait signer un contrat étudiant en plus de ma formation, mais je ne peux pas le signer dans le même salon esthétique que celui dans lequel je fais mon stage. Alors il y a encore plein de petites subtilités par rapport au job étudiant et à l'alternance, notamment en ce qui concerne les formations en chef d'entreprise ou les jeunes qui n'ont pas trouvé de stage. Mais je propose que pour les jeunes qui se trouveraient dans cette situation, qu'ils nous contactent et on leur expliquera tout ça avec plaisir. Oui, donc on constate que la loi est vague, mais il y a quand même pas mal de choses à dire en fait. Oui, en effet. On voit que dans la réalité, la loi s'interprète un peu au cas par cas et selon le type de formation suivie. Par exemple, encore un dernier cas, celui des formations professionnelles. Donc pour ceux qui suivent une formation chez Bruxelles Formation. Ces étudiants-là ne peuvent a priori pas travailler comme étudiants car ces formations s'adressent principalement aux demandeurs d'emploi inscrits chez Actiris. Et comme je le disais un petit peu avant, le statut de demandeur d'emploi n'est pas compatible avec le job étudiant. Voilà, pour les autres types de formations dont je n'ai pas parlé, il faudra généralement demander l'accord du contrôle des lois sociales. Super, bien merci Mel, mais par contre quand même une dernière chose, on a déjà eu des questions par rapport aux étudiants étrangers, donc qui ont un permis de séjour en Belgique sur base de leurs études. Alors est-ce que les étudiants étrangers sont autorisés à travailler ? Ah oui, effectivement, pour les étudiants étrangers, les règles sont un peu différentes. Alors, on va distinguer ici les étudiants qui ont la nationalité d'un pays membre de l'espace économique européen et les autres. Alors, pour ceux qui ont la nationalité d'un pays membre de l'Europe, les règles sont en fait exactement les mêmes que pour les Belges. Étant donné que l'Europe permet la libre circulation des travailleurs, les lois sur l'accès au travail sont les mêmes pour tous. Pour les autres, c'est-à-dire les étudiants qui ont obtenu un permis de séjour en Belgique sur base de leurs études, un visa D, il est possible de signer un contrat étudiant. Par contre, il y a des limites d'heures de travail à respecter. Ces étudiants peuvent en effet travailler maximum 20 heures par semaine durant l'année scolaire et sans limite d'heures pendant les vacances scolaires. Alors c'est important qu'ils respectent cette limite d'heures pendant l'année. En fait, ces étudiants sont autorisés à être en Belgique pour étudier et pas pour travailler. Leur permis de séjour est donc étroitement lié au fait qu'ils étudient. Ils peuvent donc travailler un petit peu comme étudiants à côté de leurs études, mais ils ne peuvent pas dépasser la limite des 20 heures par semaine. Car en cas de dépassement, l'Office des étrangers pourrait considérer que les études ne constituent alors plus leur activité principale et qu'ils sont donc en Belgique pour travailler et pas pour étudier. Du coup, trop travailler pourrait être un frein pour le renouvellement de leur titre de séjour. Finalement, par rapport à ces étudiants, je tiens aussi à préciser que depuis décembre 2018, il n'existe plus de permis de travail. Donc les étudiants qui ont obtenu un permis de séjour sont automatiquement autorisés à jobber. Ils ne doivent plus demander le permis de travail C comme c'était le cas avant. Le permis de travail fait en fait intégralement partie de leur permis de séjour. Eh bien, merci pour cette dernière précision. Avant d'enchaîner, on va faire une petite pause musicale. On va écouter Gorillaz avec Melancholy Hill et on se retrouve tout de suite après.
looking out on the day of another dream, where you can't get what you want, but you can get me. So let's set out to see, 'cause you are my medicine when you're close to me, when you're close to me. Voilà, c'était donc Gorillaz avec Melancholy Hill. Vous écoutez toujours Radio Panique 105.4 et c'est la Jury Click. Et ce mois-ci, donc on parle du travail étudiant, du job étudiant. Donc Mel nous a un peu expliqué qui peut travailler comme étudiant, même beaucoup expliqué. Et on va enchaîner ensuite avec François, qui va nous dire quelles sont les différences en fait entre un contrat de travail ordinaire et un contrat étudiant. Oui, tout à fait. Alors en fait, tout se trouve dans la même loi, une loi globale qui n'est pas toute récente, du 3 juillet 1978, elle a 44 ans déjà, une loi relative au contrat de travail. Et dans cette loi, on retrouve une section spécifique sur le contrat d'occupation étudiant. Cette section a pour but de protéger l'étudiant qui n'a pas encore d'expérience sur le marché du travail ou qui y est confronté occasionnellement. Et donc cet étudiant qui se lance sur le marché du travail et qui rentre dans les conditions que Mel a décrites pour conclure un contrat étudiant, il doit obligatoirement se voir offrir un contrat d'occupation étudiant et non un contrat de travail ordinaire. Donc c'est important, c'est obligatoire, l'employeur n'a pas le choix. Et pourtant, à la permanence d'InfoJeunes, malgré cette obligation, on rencontre souvent des jeunes qui travaillent avec des contrats de salariés ordinaires, qui nous surprend toujours un petit peu, puisque ce type de contrat coûtera plus cher à l'employeur et réduira aussi d'une certaine manière le salaire de l'étudiant, puisque Dayuma nous parlera un peu plus tard des 4 règles d'or et de l'intérêt du travail étudiant sur les cotisations sociales. Et donc, ça a un impact sur ce que reçoit l'étudiant. Alors, par ailleurs, l'employeur court théoriquement un risque de sanction s'il ne propose pas ce contrat de travail étudiant obligatoire. Oui, donc si jamais vous êtes étudiant et qu'on vous propose de vous engager sous un type de contrat traditionnel, entre guillemets, vous avez clairement intérêt à alerter votre employeur qui peut-être par ignorance vous propose le mauvais type de contrat. Il ne faut pas hésiter à se manifester, à dire non, moi j'entre dans ce profil-là, donc voilà, et imposer un peu le contrat d'occupation étudiante. Alors tu dis que cette loi protège l'étudiant, est-ce que tu peux donner des exemples ? Oui, donc par exemple, il y a l'obligation d'avoir un contrat écrit et signé avant le début
du travail. Et alors la loi précise toute une longue liste de mentions obligatoires dans ce contrat écrit. Un autre exemple sont les préavis de rupture du contrat qui sont très courts. Cela permet donc à un étudiant de rompre rapidement son contrat avant la fin. On pense à l'étudiant qui se sera engagé dans un contrat et qui se rend compte qu'il a sous-estimé son temps d'études nécessaire. Il lui est donc possible d'arrêter rapidement son contrat. Par ailleurs, on peut souligner qu'il existe d'autres textes législatifs qui comportent des règles protectrices pour les plus jeunes au niveau des horaires de travail. Par exemple, pour limiter le nombre d'heures de travail consécutives, pour imposer des temps de repos plus longs que pour les travailleurs ordinaires, ou pour interdire ou limiter le travail de nuit, etc. Ok, merci François pour ces précisions. Dayuma, maintenant tu vas nous expliquer en fait c'est quoi la spécificité du contrat étudiant. Donc il y a des différences au niveau du droit du travail pour les personnes qui signent un contrat d'occupation étudiante, comme vient de nous l'expliquer François. Mais Dayuma, il y a aussi une autre particularité pour les contrats d'occupation étudiante au niveau des cotisations sociales. Oui, en effet, une des spécificités du travail étudiant est que chaque année, un jobiste peut travailler pendant 475 heures en payant des cotisations sociales réduites. Pour bien comprendre, on va revenir aux bases. Quand on travaille, on verse une partie de notre salaire à l'État. Donc d'abord, on verse des cotisations sociales et par cet argent, on participe au système de sécurité sociale. Donc on finance l'assurance chômage, les pensions, les soins de santé qui bénéficient à tous. Et puis d'un autre côté, on paye aussi des impôts qui servent à financer l'État et le fonctionnement des services publics en général, comme l'enseignement, la justice, la culture, etc. Les cotisations sociales et une bonne partie des impôts qu'on doit payer sont généralement versés directement par notre employeur à l'État avant même qu'on le reçoive son salaire. C'est ce qui fait qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle le salaire brut, donc le salaire que te paye ton employeur, et le salaire net, qui est le salaire que tu touches réellement, qui va réellement dans ta poche après avoir payé les cotisations sociales et les impôts. On reviendra plus tard sur les impôts, on va se concentrer maintenant sur les cotisations sociales puisque c'est à ce niveau qu'il y a surtout des spécificités pour les contrats d'occupation étudiant. Un salarié ordinaire, donc qui n'est pas sous contrat étudiant, il va verser 13,07% de son salaire à l'Office national de sécurité sociale, qu'on appelle par l'acronyme ONSS. Ces 13,07%, c'est ce qu'on appelle les cotisations sociales personnelles parce qu'elles viennent du travailleur. En plus de cela, l'employeur va lui aussi verser des cotisations sociales qu'on appelle les cotisations patronales. Ces cotisations patronales s'élèvent à minimum 25% du salaire brut. Donc je vais prendre un exemple. Si ton patron te paye 100 € brut, il devra en plus des 100 € payer 25 € de cotisations sociales. Cela veut dire qu'au total, si ton employeur t'a payé 100 €, ton engagement lui coûte 125 €. Et toi, comme tu payes aussi tes cotisations, tu ne reçois en réalité pas 100 € puisqu'on retire 13,07 € de cotisations sociales personnelles. Tu perçois donc en réalité 86,93 € après paiement des cotisations. Et c'est ce qui est donc le salaire net. Ok, donc ce que tu viens d'expliquer, c'est ce qui se passe pour le contrat de travail ordinaire. Et donc comment ça se passe pour le contrat d'occupation étudiante? Donc lorsque tu travailles comme étudiant, tu as droit à 475 heures par an pendant lesquelles vous payez des cotisations sociales réduites, qu'on appelle cotisations de solidarité. Donc toi, tu paieras 2,71% de ton salaire en guise de cotisation sociale au lieu de 13% et l'employeur 5,42% au lieu de 25%. Donc concrètement, si on prend l'exemple, tu es payé 100 € brut, tu coûteras à ton patron 105 € au lieu de 125. Et avec les 100 € brut, toi, tu vas recevoir en fait 97 € au lieu de 86 € si tu payais des cotisations sociales ordinaires. Donc tu coûtes moins cher à ton employeur et la différence entre ton salaire brut et ton salaire net est beaucoup plus faible. C'est pourquoi c'est avantageux pour l'employeur d'engager des étudiants qui n'ont pas encore épuisé leur quota de 475 heures. Ok, et alors par ailleurs, est-ce que payer moins de cotisations, est-ce que ça a des conséquences pour l'étudiant? Concrètement, comme tu payes des cotisations de solidarité, tu cotises pas suffisamment pour être assuré à la sécurité sociale. Donc, si tu payes des cotisations ordinaires, tu vas commencer à payer pour ton assurance chômage, pour la pension, les vacances, les soins de santé. Et par exemple, ça va te permettre, si tu perds ton emploi, éventuellement de toucher le chômage ou de prendre des congés payés aussi. Un étudiant qui travaille et qui paye uniquement des cotisations de solidarité, il commence pas à cotiser pour le chômage et en général, il n'aura pas droit à des congés payés. Donc ça, c'est le revers de la médaille. Donc on a bien compris que si tu travailles sous contrat d'occupation étudiant, tu bénéficies des cotisations sociales réduites pendant 475 heures maximum par an. Comment savoir combien d'heures on a déjà travaillé? Est-ce que l'étudiant doit les compter, faire son petit calcul dans son coin? Ou est-ce qu'il existe par hasard un super système pour le faire? C'est l'employeur qui doit déclarer ses heures à l'ENSS. Et donc toi, en tant qu'étudiant, tu peux vérifier combien d'heures tu as utilisé, combien d'heures il te reste, en téléchargeant une attestation appelée Student at Work à l'aide d'une carte d'identité électronique sur le site du même nom, studentatwork.be. Petite précision, quand on parle de 475 heures par an, on parle bien d'une année civile qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre, et donc pas une année académique. Ce quota de 475 heures est donc renouvelé chaque année, remis à zéro le 1er janvier. Et alors, qu'est-ce qui se passe si jamais
malgré ce système pour compter, on dépasse les 475 heures sur une année. Alors c'est permis, on peut travailler plus, mais à partir de la 476e heure, on paiera des cotisations sociales normales. Très bien, écoutez, merci Daïma et François. On retiendra qu'il y a des règles spécifiques pour le contrat d'occupation étudiante, tant du point de vue du droit du travail en tant que tel, que du point de vue des cotisations sociales. Alors on va refaire maintenant une deuxième petite pause musicale en écoutant Nicolette No Government et on se retrouve tout de suite après avec la juridique. Voilà, on se retrouve avec toujours la juridique sur Radio Panique, l'émission d'Info Jeune Bruxelles. Et on continue à découvrir en fait qu'est-ce qui spécifie le job étudiant, ses règles, qui peut y avoir accès, on l'a vu, c'est quoi un job étudiant. Et là, on va voir ce que nous, on appelle un peu dans notre jargon les règles d'or du job étudiant. Donc, on va continuer là avec Daïma. Et on va s'intéresser à une question qu'on nous pose souvent dans nos points info, c'est de savoir s'il y a des limites au nombre d'heures ou au salaire qu'on peut gagner quand on est étudiant. Alors Daïma, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça ? Oui, et c'est une question très très courante et importante pour les étudiants. Et la réponse n'est pas si simple parce qu'il y a différents quotas d'heures et de plafonds de revenus à avoir en tête quand on a un job étudiant. Bon, déjà il y a les 475 heures dont on a déjà parlé en détail dans la première partie de l'émission, mais il y a aussi un quota d'heures qui concerne le droit aux allocations familiales et puis 2 plafonds de revenus différents qui concernent les impôts de l'étudiant et ceux de ses parents. Donc ces 4 quotas, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon à Fort-Jeune les 4 règles d'or du job étudiant. Donc je reviens rapidement sur le premier quota, les fameuses 475 heures par année civile et par étudiant, pendant lesquelles l'étudiant et son employeur payent des cotisations sociales réduites, dites de solidarité. Le jobiste peut dépasser le quota de 475 heures, mais à partir de la 476e heure, il paiera des cotisations sociales ordinaires. La conséquence de cet avantage des 475 heures, c'est que pendant ces heures-là, l'étudiant coûte moins cher à l'employeur qu'un travailleur salarié ordinaire, et la différence entre le salaire brut et le salaire net de l'étudiant est beaucoup moins importante. C'est pourquoi certains pensent que les étudiants sont mieux payés, mais en réalité, c'est juste qu'il y a moins de cotisations sociales prélevées sur leur salaire. Tout à fait. Donc le second quota à avoir en tête concerne le droit aux allocations familiales. Oui, donc si on est étudiant de moins de 25 ans, on a généralement droit aux allocations familiales. Mais on conserve ce droit seulement si on ne travaille pas plus de 240 heures par trimestre, quel que soit le type de travail, job étudiant, indépendant ou autre. Mais attention, précision importante, la limite des 240 heures est applicable uniquement pour les étudiants domiciliés à Bruxelles. Les règles sont différentes pour les étudiants domiciliés dans une autre région, donc c'est toujours important de le rappeler. Autre précision, on ne tient pas compte pour ce quota de 240 heures des heures effectuées dans le cadre d'un contrat en alternance, donc si on a apprenti en formation de chef d'entreprise, et qu'on a un stage, donc ce stage ne compte pas dans les 240 heures.
Alors, c'est aussi important de savoir qu'il y a une exception. Pendant le 3e trimestre, donc le trimestre qui comprend le mois de juillet, août et septembre, on peut travailler sans limite d'heures, en conservant les allocations familiales. Mais attention, subtilité. Cette exception vaut seulement si tu poursuis tes études l'année suivante. Donc si tu ne te réinscris pas pour d'autres études en septembre, tu continues à avoir les allocations familiales pendant les vacances d'été, mais là, il faudra respecter quand même ce quota de 240 heures. Et alors, à nouveau, que se passe-t-il si je dépasse la limite des 240 heures? Alors, si tu dépasses cette limite des 240 heures de travail pour un trimestre, même d'une seule heure, tu ne recevras pas d'allocation familiale pour le trimestre en question. Prenons un exemple. Si pendant le premier trimestre, donc qui commence en janvier et finit fin mars, tu as travaillé au total 100 heures, tu conserves tes allocations familiales pour chacun des mois, donc de janvier, février et mars. Si par contre, imaginons que le 2e trimestre, entre avril, mai et juin, tu travailles plus de 240 heures, par exemple, tu as beaucoup travaillé pendant tes week-ends, tes soirées et pendant toutes les vacances de Pâques, le droit aux allocations familiales pour chacun des mois du trimestre, donc avril, mai et juin, sont suspendus et tu ne pourras pas en bénéficier. Si toi ou tes parents avaient déjà reçu les allocations pour ce trimestre, il faudra les rembourser par la suite. Ok, donc même si je dépasse juste de quelques heures le quota, ça peut vraiment être très désavantageux. Et donc, pour bien comprendre, les 475 heures, ça n'a rien à voir avec le droit aux allocations familiales. Non, pas à Bruxelles, c'est vraiment 2 choses différentes, mais il y a des liens en Wallonie et en Flandre, donc il faut garder ça en tête. Passons maintenant au quota qui concerne les impôts. Ouais, j'avais promis qu'on reviendrait à cette fameuse question des impôts. Nous y voilà. Concernant les impôts, 2 questions peuvent se poser. Premièrement, vas-tu payer des impôts en tant qu'étudiant? Et deuxièmement, vas-tu encore être considéré comme fiscalement à charge de tes parents? Commençons par la première, vas-tu payer des impôts? En Belgique, dès qu'on travaille, on doit a priori payer des impôts sur ses revenus. Cependant, tout le monde a droit à un montant pour lequel aucun impôt n'est impliqué. C'est ce qu'on appelle, d'un nom un peu barbare, la quotité de revenus exemptés d'impôts. C'est donc un montant sur lequel on n'applique pas d'impôt et ce montant peut varier en fonction de la situation familiale. Pour l'année 2022, si tu es étudiant sans enfant, le montant exempté d'impôt est de 13 242 € bruts. Donc si tu gagnes plus en 2022, tu commenceras à payer un impôt sur les revenus qui dépassent ce plafond, mais si tu as gagné moins que ce montant, tu ne paieras aucun impôt. Ok, donc il faut déjà gagner quand même pas mal d'argent pour payer des impôts. Ouais, mais il faut savoir que si tu dépasses ces fameuses 475 heures dont on a déjà parlé, l'employeur va d'office commencer à payer des avances aux impôts pour toi. C'est ce qu'on appelle le précompte professionnel. Mais pas de panique, c'est normal. Et si c'est le cas, mais que tu n'as finalement pas dépassé ce fameux plafond de revenus pour payer les impôts, alors tu vas être remboursé l'année suivante. Alors venons-en à la deuxième question sur les impôts. Peut-on rester fiscalement à charge de ses parents quand on a un job étudiant? Lorsque des parents ont un ou plusieurs enfants à leur charge, ils bénéficient d'une réduction de leurs impôts. Pour être reconnu à charge de tes parents par l'administration fiscale, pour l'année de revenus 2021, il y a 2 conditions. Tu devais être domicilié avec eux à la date du 1er janvier 2022 et il faut qu'en 2021, tes revenus n'aient pas dépassé un certain plafond. Je ne vais pas détailler le plafond puisqu'ils vont dépendre de la situation familiale et des différents revenus que tu as, mais ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que ce plafond est plus bas que celui pour lequel on commence à payer soi-même ses impôts et que c'est beaucoup plus vite arrivé pour les étudiants de dépasser ce quota. Et alors si je dépasse ces montants, qu'est-ce qui se passe? Tes parents perdent leur avantage fiscal et donc en principe vont payer plus d'impôts. C'est pourquoi si on envisage de dépasser cette limite, c'est toujours mieux d'en discuter avec ses parents et vérifier l'impact que cela aura pour eux. Eh bien, merci pour toutes ces précisions, Dayuma. Donc, pour résumer, on a 4 quotas à avoir en tête quand on travaille comme jobiste étudiant. 1. L'étudiant peut travailler pendant 475 heures en payant des cotisations sociales réduites. 2. L'étudiant peut garder ses allocations familiales s'il travaille, mais elles seront suspendues pour chaque mois des trimestres pendant lesquels il a travaillé plus que 240 heures, avec cette exception du 3e trimestre, situé entre 2 années d'études, pendant lesquels le quota ne s'applique pas. Enfin, il y a le plafond de revenus en dessous duquel l'étudiant ne paye pas d'impôt et le plafond de revenus en dessous duquel il peut rester fiscalement à charge de ses parents. En effet, c'est vraiment beaucoup de choses à avoir en tête, mais comme ça peut avoir des conséquences pour le budget de la famille, c'est vraiment important de se pencher sur la question. Alors, si jamais tout ça, c'est beaucoup d'informations à l'oral, sachez que déjà vous pourrez entendre l'émission en podcast, et puis qu'Infort-Jeune, Mélanie vous en reparlera tout à l'heure, a quand même produit pas mal de petits outils, des triptyques, des fascicules qui reprennent toutes ces règles de manière, nous on l'espère en tout cas, relativement claire et qui peuvent vous aider à gérer votre statut de jobiste étudiant. Je voulais juste préciser quand même, parce que c'est important, que en fait l'employeur il va faire attention qu'aux 475 heures, parce que c'est là-dessus qu'il lui a aussi un avantage. Donc les 3 autres règles, donc pour les impôts, pour rester à charge fiscalement et les 240 heures pour les allocations familiales, c'est vraiment à l'étudiant de faire attention. L'employeur ne regardera pas ça. Et ne saura pas.
Donc il ne faut pas lui demander. Ouais. D'accord. Ou même va induire en erreur. J'ai encore eu le cas la semaine passée, un jeune, il avait dépassé les 475 heures. En fait, les jeunes avaient droit à 45 heures en plus au premier trimestre. C'était une particularité de cette année-ci. Et l'employeur lui a dit que c'était valable aussi pour les allocations familiales. Ça ne l'est pas. Il perd les allocations familiales. Voilà, il perdait 1000 euros, le jeune. C'était un peu dramatique pour lui. Ok, donc mise en garde. Là, sur cette question, il va vraiment falloir en fait vous autonomiser. C'est un peu d'ailleurs le sujet de l'émission et de savoir vous un peu quels sont vos droits, vos devoirs et donc bien faire attention à bien être dans les clous en fait pour pas que ça vous retombe dessus. Alors, ça, c'était donc la grosse question sur le job étudiant. On va maintenant enchaîner avec les affaires courantes. Et donc, je ne l'avais pas précisé dans le sommaire, mais il y a 4 points. Donc, d'abord, la période d'essai, parce qu'on a beaucoup de questions sur ce sujet-là. Ensuite, que faire quand on est malade? Est-ce que le CPS, si on est au CPS et qu'on a un job, est-ce qu'il va diminuer? Et enfin, je termine en juin mes études. Est-ce que je vais pouvoir encore bosser pendant les vacances qui suivent? On va tout de suite commencer avec toi, François. Est-ce que tu vas pouvoir nous expliquer, quand on a une période d'essai, est-ce qu'on est payé ou pas? Oui, donc est-ce que l'employeur peut me faire travailler à l'essai sans être payé? C'est une pratique que l'on entend parfois dans la bouche des étudiants. Le premier jour, j'étais à l'essai et ce n'était pas payé. Il faut être très clair, cette pratique n'est évidemment pas légale. Tout travail doit toujours être payé. L'employeur peut éventuellement, lors de la procédure de recrutement, faire passer un test à l'étudiant. Mais ce test ne peut pas lui être directement bénéfique à l'employeur. Il ne s'agit pas de profiter d'une main-d'œuvre gratuite pour quelques heures. L'employeur pourrait proposer un contrat très court, d'1 jour ou 2, pour tester l'étudiant sur le terrain en le payant, mais ce n'est en principe pas nécessaire de passer par ce type de contrat, puisque la loi sur le contrat étudiant prévoit expressément que les 3 premiers jours du contrat sont automatiquement une période d'essai pendant lesquelles chacun peut rompre le contrat sans préavis ni indemnité. Donc méfiez-vous, si votre employeur vous propose un jour à l'essai sans rémunération, cela sera souvent révélateur du peu de respect de la réglementation de la part de l'employeur. Oui, et quand on dit ni indemnité, ce n'est pas le salaire, c'est des indemnités dans le cas où on est licencié, donc voilà. Deuxième point, que faire si je suis malade pendant mon job étudiant et est-ce que je vais être payé? Mel? Eh bien, comme n'importe quel travailleur employé, si tu tombes malade, tu dois avant toute chose prévenir ton employeur le plus vite possible que tu ne viendras pas au travail. Ensuite, c'est important de lui transmettre un certificat médical dans les 2 jours. Donc, tu as 2 jours pour être en ordre. Généralement, la procédure pour remettre ton certificat, à qui tu dois l'envoyer par exemple, ou bien comment le transmettre, ça se trouvera dans ton règlement de travail. Alors, le certificat, c'est important car il permet de justifier ton absence. Si tu ne le remets pas, ton absence peut alors être perçue comme une faute grave et ça aura pour conséquence que ton employeur pourra légalement te licencier du jour au lendemain sans devoir payer d'indemnité. En ce qui concerne ton salaire, donc savoir si tu vas être payé malgré ton absence, ça dépendra de depuis quand tu travailles et de la durée de ton contrat. Si tu travailles depuis au moins 1 mois chez ton employeur au moment où tu tombes malade, tu pourras alors bénéficier de ce qu'on appelle le salaire garanti et donc être payé pour les jours pendant lesquels tu es malade. Par contre, si ça fait moins d'1 mois que tu travailles, alors malheureusement, tu n'auras pas droit à ce salaire garanti et donc tu ne seras pas payé. Alors la seule exception, elle concerne les jeunes qui ont signé un contrat de 3 mois ou plus. Dans ce cas-là, ils ont automatiquement droit au salaire garanti, même si ça ne fait pas encore 1 mois qu'ils travaillent au moment de leur absence. C'est aussi important de préciser que le salaire garanti, donc le salaire pendant l'absence, tu auras droit pendant maximum 14 jours d'absence. Dès le 15e jour, tu ne seras plus payé si tu es toujours malade. Finalement, un dernier point important par rapport au contrat étudiant, c'est qu'il faut savoir que contrairement à un travailleur ordinaire, l'employeur est tout à fait en droit de te licencier si tu es malade plus de 7 jours. Mais dans ce cas, il devra quand même payer des indemnités de rupture du contrat. Eh bien, merci pour ces éclaircissements, Mel. Alors, Dayou, quand je reçois un revenu d'intégration du CPS et que je travaille, la question se pose souvent, est-ce que mon CPS va diminuer? Qu'est-ce qui se passe? Cela dépend. En principe, oui. Donc, le principe, c'est que le salaire est déduit du revenu du CPS. Mais pour les étudiants, il y a ce qu'on appelle un montant exonéré qui s'élève pour l'instant à 274 € par mois. Un montant exonéré, c'est un montant dont on ne va pas tenir compte pour le calcul du CPS. Donc, je vais expliquer, pas de panique. Concrètement, cela veut dire que la partie de ton salaire qui dépasse 274 € va être déduite de ton revenu du CPS. Mais si tu gagnes 274 € ou moins, ton CPS ne bouge pas. Donc prenons un exemple. Valentine aurait travaillé comme jobiste et gagné 300 € ce mois-ci. Comme l'exonération est de 274 €, cette partie de son revenu ne compte pas. Pour savoir ce qui va vraiment être pris en compte, on doit calculer la différence entre les 300 € de salaire qu'elle a gagné et les 274 € exonérés. On fait donc 300 moins 274 et on obtient 26 €.
Il faudra donc déduire seulement ces 26 € du revenu du CPS. Donc si Valentine reçoit normalement 700 € par mois du CPS, ce mois-ci on va devoir déduire 26 € du salaire et elle ne recevra plus que 674 € au lieu de 700. Mais même si elle a moins de CPS, au total, elle aura gagné plus, puisqu'elle aura travaillé, elle aura gagné 300 € et reçu 674 du CPS. Donc au total, elle a ce mois-ci 974 € en poche. Par contre, si le mois prochain, Valentine gagne 250 € en travaillant comme étudiante, son revenu du CPS va rester inchangé et elle va garder les 700 € au total, puisqu'elle n'aura pas dépassé le montant exonéré de 274 €. Je vais juste préciser que jusqu'à l'année passée, ce montant exonéré était différent pour les étudiants boursiers et les étudiants non boursiers. Aujourd'hui, c'est le même montant pour tous. Alors, on sait que c'est pas si simple. D'ailleurs, moi, ça m'a un petit peu rappelé les problèmes de maths en primaire. Moi, cette fois, j'ai compris. Mais bon, je crois qu'on m'a expliqué un certain nombre de fois. Si par contre, vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à nous appeler, à nous expliquer votre situation. On vous aidera à faire le calcul sans problème. Alors, le dernier point, c'est si je termine mes études en juin, est-ce que je peux encore travailler comme étudiant l'été qui suit, Mel ? C'est vrai que c'est une question qu'on a beaucoup et que je n'ai pas abordée dans le premier point sur qui peut travailler comme étudiant. C'est parce qu'en fait, c'est un peu particulier pour les étudiants qui arrêtent ou qui terminent leurs études en juin. C'est particulier parce que les institutions qui réglementent les différents aspects du job étudiant ne sont pas d'accord entre elles. On a d'un côté 2 institutions qui sont d'accord de laisser les étudiants jobber l'été qui suit la fin de leurs études et de l'autre, une institution qui est contre. Dans celles qui sont pour, il y a d'abord l'ONSS. Et donc l'ONSS, c'est l'institution qui se charge de prélever les cotisations sociales sur les salaires. L'ONSS, elle n'a pas de problème à ce que le jeune continue à bénéficier de l'avantage sur leurs cotisations sociales pendant l'été qui suit la fin de leurs études. La deuxième institution qui est d'accord, c'est Actiris. Alors j'en parle parce qu'on conseille généralement aux jeunes qui terminent leurs études de s'inscrire rapidement chez Actiris pour débuter leur stage d'insertion. Et souvenez-vous de ce que je disais en début d'émission, normalement, le statut de demandeur d'emploi inscrit chez Actiris et le job étudiant ne sont jamais compatibles. Et bien comme pour toute règle, il y a une exception. Actiris autorise en effet les jeunes qui viennent de terminer leurs études de jobber sous contrat étudiant jusque fin septembre, et ce, même s'ils sont déjà inscrits comme demandeurs d'emploi. Donc en gros, si tu as terminé tes études en juin et que tu t'inscris chez Actiris pendant l'été, tu pourras quand même continuer à jobber comme étudiant, même si tu as débuté ton stage d'insertion. Alors on va venir au fameux qui est contre, et c'est celui dont j'ai déjà beaucoup parlé, c'est le contrôle des lois sociales. Donc pour rappel, le contrôle des lois sociales, c'est l'administration qui est chargée de la surveillance du respect des différentes législations, et notamment celle sur le travail. Et donc le contrôle des lois sociales, lui, il interprète la loi de manière très stricte, et il considère que dès qu'on termine ses études, eh bien en toute logique, on n'est plus étudiant, et comme on n'est plus étudiant, eh bien en toute logique, on ne peut plus travailler comme étudiant. Donc voilà, ça c'est la situation et vous me direz c'est cool, mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces infos ? Eh bien, je n'ai pas de réponse claire. Mais je peux peut-être parler des risques encourus si le contrôle des lois sociales se rendait compte qu'un jeune continuait à travailler comme étudiant alors qu'il a terminé ou arrêté ses études. Alors, si jamais ce jeune se fait prendre, son contrat pourrait alors être qualifié en contrat de travail ordinaire. Lui et l'employeur perdront donc les avantages liés à un contrat étudiant, notamment l'avantage sur les cotisations sociales. Et alors l'employeur, lui, il risque une amende. Bon, dans la pratique, c'est vrai que nous, on n'a jamais rencontré... Je pense qu'on n'a jamais rencontré un cas où un étudiant s'est fait contrôler. Mais voilà, c'est la loi et on préfère être prudent en expliquant ce qu'elle dit. Donc le mot de la fin, c'est si tu as terminé tes études en juin et que tu voudrais encore jobber comme étudiant l'été, eh bien c'est à toi de voir si tu prends le risque ou non. Très bien, eh bien nous allons encore écouter un dernier morceau avant d'entamer la dernière partie de l'émission. Donc on va écouter Leïla avec Deflect et on se retrouve tout de suite après sur Radio Panique 105.4. Come to me.
Voilà, on écoutait Deflict de Leïla. Et vous écoutez toujours la Jury Click, l'émission d'Info Jeune Bruxelles. Alors, l'émission de ce mois-ci qui est toujours consacrée au job étudiant et à sa législation. On arrive maintenant à la dernière partie de l'émission. La plupart des étudiants qui jobent le font sous contrat d'occupation étudiante, on l'a vu, c'est plutôt à leur avantage. C'est-à-dire qu'un contrat de salarié spécifique pour étudiants. L'étudiant est engagé pour réaliser une tâche précise sous l'autorité d'un employeur en échange d'un salaire. Mais certains étudiants, donc qui sont peut-être moins nombreux, travaillent dans un autre cadre. Alors on va se pencher maintenant sur le travail indépendant, dans un premier temps, et puis sur ce qu'on appelle l'économie collaborative, à savoir Deliveroo par exemple. Alors François, premièrement, est-ce qu'un étudiant peut travailler comme indépendant ? Oui, c'est possible. Alors pour rappel, tu es indépendant si tu travailles pour ton propre compte, tu es ton propre patron et tu factures tes services à des clients. Quelques exemples d'activités qui génèrent des rémunérations et qui nécessitent ce statut indépendant. Influenceur sur un réseau social, vendre sur Internet des produits d'un fournisseur, ce qu'on appelle le dropshipping, qui est à la mode. Autre exemple encore, souvent les sociétés de coaching à domicile pour le travail scolaire engagent des étudiants comme coach et leur proposent des conventions d'indépendants pour aller donner leurs cours particuliers. Et donc on a vu juste avant, au cours de l'émission, qu'il existait ce contrat d'occupation étudiant qui donnait droit à des cotisations sociales réduites. Ces cotisations sont automatiquement retirées du salaire brut de l'étudiant. Il ne doit donc pas trop s'en préoccuper. C'est différent ici. Pour l'indépendant, il doit lui-même payer ses charges sociales et ses impôts. Il n'y a aucun prélèvement automatique. Cependant, comme pour l'étudiant sous contrat étudiant, il existe également un système de cotisation sociale réduite pour les étudiants indépendants. On va le voir un peu après. Et donc ce statut d'étudiant indépendant, il est accessible si tu remplis 4 conditions. Il faut avoir entre 18 et 25 ans, donc ici c'est pas possible pour les mineurs. Être inscrit comme étudiant à titre principal à nouveau, suivre régulièrement les cours et avoir une activité indépendante à exercer bien sûr. Et donc si je remplis ces 4 conditions, qu'est-ce que je dois faire comme démarche pour travailler comme indépendant ? Alors il y a quand même plusieurs démarches administratives à accomplir. Je vais juste mentionner les principales. La première, c'est de se rendre dans un guichet d'entreprise pour être inscrit à la Banque Carrefour des entreprises, la BCE. Elle va t'attribuer un numéro d'entreprise qui devra figurer sur tous tes documents commerciaux, par exemple les factures, les courriers, etc. Cette inscription au guichet d'entreprise, elle te coûtera environ 90 €. Dans certains cas, il faudra en plus être assujetti à la TVA, ce qui implique de te rendre à l'immatriculation de la TVA pour faire activer ton numéro d'entreprise. Autre démarche importante, t'inscrire à une caisse d'assurance sociale et effectuer des versements de cotisations de sécurité sociale si tu dépasses certains montants. Et c'est justement ici que se trouve l'avantage de l'étudiant indépendant. Ah oui, et comme tu disais, l'étudiant indépendant aura donc droit, comme l'étudiant salarié, à des réductions de cotisations sociales. En effet, Juliette, l'étudiant indépendant ne devra payer aucune cotisation si ses revenus annuels sont inférieurs à 7 569 €. Mais attention, s'il dépasse ce montant, là il faudra commencer à payer des cotisations et ça peut vite devenir des montants importants à payer. Par exemple, l'étudiant qui dépasserait 14 650 € par an de revenus, il doit payer des cotisations minimum de 780 € par trimestre. Ok, je tiens à préciser d'ailleurs que tous les chiffres qu'on a cités pendant l'émission étaient des chiffres de 2022, donc si jamais vous écoutez ce podcast dans 3 ans, attention, les barèmes auront sûrement changé. Alors, et quid du travail étudiant et des règles d'or ? Le travail indépendant n'est pas pris en compte pour le fameux quota des 475 heures dont on a parlé, et donc rien n'empêche de travailler d'une part comme indépendant étudiant et d'autre part de signer des contrats étudiants salariés. En ce qui concerne les montants de revenus maximum permettant de rester fiscalement à charge des parents, les règles sont les mêmes que celles citées par Dayuma pour le contrat d'occupation étudiant. Les montants gagnés comme indépendants sont bien à prendre en compte et si l'étudiant dépasse certains montants, ses parents ne pourront plus le déclarer comme enfant à charge et ils devront payer plus d'impôts. Par ailleurs, on a vu que si l'étudiant gagne plus de 13 200 € en 2022, il doit payer lui-même des impôts. Et en tant qu'indépendant, je le répète, il devra penser à le faire lui-même puisque aucun prélèvement automatique n'est effectué. Pour continuer à bénéficier maintenant de ces allocations familiales, l'étudiant doit prouver que l'activité indépendante ne dépasse pas 240 heures par trimestre, sauf au 3e où il n'y a pas de limite. Mais donc ok, tu me diras, mais comment est-ce qu'on va faire puisque les heures d'un travailleur indépendant ne sont pas forcément comptabilisées. Et donc ici, la règle qui est appliquée, en fait, c'est que si l'étudiant n'est pas redevable de cotisation sociale, donc qui ne dépasse pas ce fameux montant de 7 569 €, alors on va présumer que le quota d'heures des 240 heures n'est pas dépassé. Dans le cas contraire, s'il dépasse les 7500, il devra prouver qu'il n'a pas dépassé le quota des 240 heures de travail par trimestre.
Ok, donc on voit qu'être étudiant et indépendant, c'est possible. Ça demande quand même, on le voit, pas mal d'organisation, d'autonomie. Il faut être bien au courant de comment fonctionne le système, bien compter ses heures, être assez rigoureux. On va parler maintenant un peu d'un autre type d'activité. Quand je suis étudiant, est-ce que je peux travailler comme livreur, par exemple, pour Uber Eats ? Oui, c'est possible, encore une fois, mais il ne s'agit pas de contrat de travail étudiant. Il s'agit de ce qu'on appelle l'économie collaborative entre particuliers. Tu travailles pour ce système lorsque tu travailles en passant par des plateformes comme Uber Eats, Deliveroo, Airbnb, Ringtwise, certaines sociétés de soutien scolaire ou encore Happy Sitting, le service de babysitting de la Ligue des familles. Comme tout le monde, un étudiant a donc le droit de travailler via ce système, mais attention, il ne s'agit pas d'un travail salarié. Il n'y a donc aucune protection en termes de droits sociaux, chômage, congés payés, indemnité en cas d'incapacité de travail, pension, etc. Il s'agit de petits jobs ultra flexibles pour arrondir ses fins de mois. Il faut particulièrement se méfier des accidents de travail. Pour le travail de livreur, par exemple, les accidents de travail sont très fréquents, parfois graves, et les assurances des plateformes comme Deliveroo et Uber sont insuffisantes. Les frais couverts en cas d'accident seront bien inférieurs aux couvertures des assurances des travailleurs salariés. Prenons un exemple, un jeune livreur qui deviendrait malheureusement tétraplégique suite à un accident de la route, il recevra 50 000 € en étant assuré par Deliveroo, alors que s'il avait eu un statut salarié, il pourrait prétendre à 20 fois plus au cours de sa vie, plus d'1 million via l'assurance de salarié. On pourrait conseiller aux livreurs de prendre des assurances complémentaires à leur charge, mais dans la réalité, leur rémunération est trop basse pour pouvoir s'offrir ce type d'assurance. Très bien. Maintenant, rapidement, parce que je vois que le temps file, qu'est-ce qu'on doit savoir si on est étudiant et qu'on travaille dans ce système d'économie collaborative ? Donc il y a 5 choses à savoir. Premièrement, vérifier que la plateforme pour laquelle tu travailles est bien reconnue par le SPF Finance. Tu trouveras la liste de ces plateformes sur notre site ijbxl.be. Ensuite, deuxièmement, ne pas dépasser la limite des 6 540 € bruts par an, parce que si ça arrive, tu devras payer des cotisations sociales d'environ 20% sur tous les revenus générés via l'économie collaborative. Et en plus, tu seras considéré comme travailleur indépendant et donc tu devras accomplir toutes les démarches que j'ai expliquées avant. Troisièmement, les heures du travail étudiant pour l'économie collaborative ne sont pas à prendre en compte dans le quota des 475 heures de travail étudiant. Donc à nouveau, tu peux d'une part faire des contrats étudiants et d'autre part du job pour l'économie collaborative. Par contre, ces heures de travail sont prises en compte pour les 240 heures par trimestre pour les allocations familiales et elles sont aussi prises en compte pour la fiscalité, pour tout ce qui est les montants pour rester fiscalement chargé par an ou pour payer des impôts soi-même. Eh bien, merci François pour toutes ces explications sur ces deux situations, donc l'étudiant indépendant et l'étudiant qui travaillerait dans l'économie collaborative. On va terminer maintenant l'émission avec une boîte à outils. Donc j'ai dit tout à l'heure, pour une boîte à outils qui vous aide à trouver un travail, non, c'est plutôt au sujet des outils qui tournent autour de la recherche de travail. Mel, on t'écoute. Oui, et je vais aller vite, étant donné qu'il nous reste peu de temps. Alors, je vais commencer avec ce que nous, on a développé en interne. Il faut savoir que la thématique du job étudiant, c'est une des thématiques pour lesquelles les jeunes nous sollicitent le plus. Du coup, je pense qu'on peut dire, sans rougir, qu'on est assez spécialisé dans tout ça. Et on a donc développé pas mal d'outils au fil du temps. Alors, le plus complet, c'est notre fameux guide législation job étudiant. Donc, c'est un guide d'une 50aine de pages qui reprend vraiment toutes les règles, toutes les lois autour du job étudiant qu'il est bon de garder en tête. Et tout ce dont on a parlé aujourd'hui se trouve dans ce guide. Alors ce guide-là, il est vachement axé sur la loi et donc c'est plutôt pour les étudiants qui auraient déjà trouvé un job étudiant et qui veulent connaître leurs droits. À côté de ça, on a développé 10 petites fiches mémo et certaines de ces fiches sont axées beaucoup plus sur des côtés plus pratico-pratiques comme par exemple comment faire son CV, comment écrire une lettre de motivation, comment se préparer à un entretien d'embauche. Et donc ces fiches et ce guide job étudiant, ils sont disponibles dans tous nos points info et ils se trouvent aussi sur notre site www.ijbxl.be en version téléchargeable. Alors, je vais faire vite, mais je souhaitais aussi parler d'une autre association qui s'occupe pas mal du job étudiant à Bruxelles. C'est l'ASBL JEEP, J-E-E-P. C'est un service qui peut aider les jeunes dans leur recherche d'emploi. Ils ont plusieurs job coachs avec lesquels il est possible de prendre rendez-vous pour faire son CV et un peu parler de stratégie de recherche d'emploi. Et ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils fonctionnent aussi un peu comme une petite agence intérim pour les jobs étudiants. Donc, ils font parfois le relais entre les employeurs qui recherchent des étudiants et des jeunes. Leur but, c'est alors de vraiment permettre à des jeunes qui n'ont pas ou qui n'ont jamais travaillé ou qui ont peu d'expérience, de se faire une première expérience de travail. Alors JEEP, ils ont encore plein d'autres outils sur leur site, mais je n'ai pas le temps de vous en parler malheureusement, mais vous retrouverez tout sur www.jeepbxl.be. Merci Mel pour toutes ces informations. Alors, comme vous le disiez, vous pouvez retrouver plein d'infos sur le job étudiant sur notre site, mais aussi n'hésitez pas à vous rendre en permanence
Il y a aussi le chat et le téléphone. Le mois prochain, l'émission sera sur les recours. Ce sera la chouette saison des recours. On vous donnera là aussi plein d'infos sur comment faire pour réussir votre recours. Si vous rentrez dans les conditions, évidemment. On vous quitte pour aujourd'hui et on vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Salut tout le monde. Au revoir.